Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. En fait, ça va mieux. Ok, je suis encore un petit peu malade. Le nez, la gorge. Oups, excusez, j'ai donné un coup. Mais ça va mieux, ça va mieux. Donc, malheureusement, c'est pour ça que cette vidéo sort un petit peu en retard par rapport à la campagne. C'est pas grave, il y a sûrement le late pledge qui va être disponible. J'ai une voix un petit peu rauque aussi, pire que d'habitude. Et donc, je m'excuse pour ça. Donc voilà, à cause de le fait que je sois malade, la vidéo est un petit peu en retard et je m'en excuse. Mais c'est pas grave, on va la faire quand même. Le Let's Play va être là, donc si le jeu vous intéresse, ben go. Je pense qu'il n'y a pas de vidéo en français par rapport à ce jeu-là, et vous l'aurez bien entendu compris, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Stone Saga. Stone Saga, c'est le nouveau jeu de chez Home Games. Home Games, j'arrive jamais à le prononcer parce que ça doit être des acronymes que je n'ai pas encore compris, mais c'est pas grave. Home Games, ce sont ceux qui ont fait deux autres succès précédemment, surtout Starlight, ou Starlight au début, mais ils ont changé ça pour Stars of Akarios. Et Midwind, où d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Midwind lors de leur précédente campagne, c'est pour ça qu'ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir le faire aussi dans Stone Saga pour vous. Voilà. Donc, Stone Saga, c'est quoi? C'est un jeu coopératif, style de campagne, je dirais même un peu Legacy, ok? Style Legacy. Parce que vous allez devoir faire des choix. Les choix que vous allez faire vont pouvoir se connecter et perturber votre aventure tout au long de vos péripéties. Ça va modifier ce que vous allez faire. Donc, qui dit Legacy en général veut dire difficile de le rejouer. Peut-être que oui. À voir. Mais on va pouvoir en parler à la fin de la vidéo quand je vais vous donner mon avis. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que avec le prototype que j'ai reçu, on va aller à la table qui est juste derrière. D'ailleurs, je n'ai même pas encore enlevé pour le moment. Et on va aller regarder comment fonctionne le principe de base. Hein, je vais apprendre en jouant, ou j'apprends en jouant. Et c'est exactement ça que j'ai dit. On va aller regarder un petit peu comment ça fonctionne, les principes de base, qu'est-ce qu'on peut faire pendant les différents tours de ce jeu. Pour chacun des personnages, regarder un petit peu comment le jeu fonctionne de manière générale. Et puis voilà, vous connaissez le principe, c'est toujours pareil, ça change pas. Voilà, en espérant que ça vous donne le goût, ou pas, de prendre le jeu, c'est à vous de voir, vous verrez après ça. Et en espérant que j'ai donné le maximum d'informations que j'ai pu comprendre, même en étant malade. Parce que des fois, c'est compliqué d'essayer de lire entre les lignes, ou de concevoir certaines choses. Surtout quand le jeu est en anglais, des fois, bref, passons. On va aller sur la table, c'est parti. C'est parti! Donc nous voici au-dessus du plateau, vous voyez les différents éléments, il y a beaucoup quand même de stock, et je répète, tout ceci est un prototype, hein, donc ce n'est pas une version finale, vous l'aurez compris. Donc il y a beaucoup de stock, ok, vous avez vraiment beaucoup de choses à gérer selon moi, donc différents paquets de cartes qui servent pour les différentes activités. Nous avons bien sûr des donc des miniatures de nos différents personnages, donc qui sont très très jolis, quand on les regarde en premier lieu, je les trouve vraiment très très joli et très détaillé. Donc nous avons les 4 personnages qui viennent dans le prototype et nous avons ici deux Behemoths, on va dire, ou des êtres ancestraux si on peut parler ça comme ça. Nous avons ici différentes tuiles de terrain, donc nous avons deux types de terrain. Ici nous avons les plaines verdoyantes, on va dire, et de ce côté-là nous avons les plateaux arides, on va dire. Donc, d'après ce qu'ils disent pour une première partie, il faut mieux aller avec celui-ci qui est un petit peu plus facile que les plateaux arides. Donc, on va y aller avec celui-ci pour notre début de partie ou notre démonstration. Elles sont toutes recto verso. Bon, celle-ci, c'est les starting. Celle où il y a écrit starting, c'est celle de départ. Vous pouvez voir dessus qu'il y a énormément... il y a plusieurs iconographies ou graphiques dessus et ça va servir à savoir ce que l'on peut faire sur la tuile, dépendamment de ce qui est dessiné dessus. Pour les autres, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Elles sont toutes... d'un côté, il y a le côté avec le fameux brouillard, parce qu'on ne sait pas à quoi elles ressemblent, même si on
on a un petit aperçu si on regarde vite fait. Mais au fur et à mesure de notre exploration, on va les retourner, on va pouvoir révéler à quoi ressemblent les terrains. Et on les mélange, bien évidemment, pour rendre ça un peu plus aléatoire au fil des aventures, ou si on rejoue le jeu, bien évidemment. Donc, on a ceci. Nous avons aussi les fameux trays qui servent en fait à explorer. Donc chacun peut accueillir 3 zones où on va pouvoir se déplacer. Puis après, on va en mettre d'autres pour étendre notre exploration. Et c'est à votre guise. Bien sûr, il y a des prérequis qu'il va falloir respecter pour pouvoir coller un autre à côté. Bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais de manière générale, vous allez pouvoir dessiner votre propre map en avançant dans votre aventure grâce à ça. Donc, ce qui est très intéressant, ça joue au niveau de la rejouabilité, l'exploration et surtout la diversité. Je trouve ça très intéressant. Un sac ici, on va pouvoir mettre les différentes ressources qu'on va pouvoir piocher, ou même, ils disent de mettre les tuiles à l'intérieur. Des dés, des cartes par rapport au fait de l'histoire que l'on doit suivre avec les différents objectifs que nous devons atteindre. Comme j'ai dit, différents paquets de cartes. Ici, nous avons un paquet pour pouvoir rejouer plusieurs personnages, parce que oui, nos personnages peuvent mourir, et quand ils meurent, en fait, ils vont être gardés de côté comme des légendes, on pourra en parler plus tard, et donc vous reprenez une carte et vous créez un nouveau personnage qui repart de 0. Voilà. Nous avons plein de petits tokens, des tokens pour les différents matériaux pour construire, des tokens pour la nourriture, des tokens pour les maladies, faire des feux, faire des camps, l'énergie, les blessures, ce genre de choses. Le plus gros du truc, ce sont ces fameux mental, donc les boards mental, qui sont en gros en fait nos personnages, ou les différents personnages. Dans ce prototype, il y en a 4. Si on regarde en arrière, ils expliquent que chacun est spécifique, donc ça c'est le mental of the storyteller, et chacun d'eux est un mental différent. Donc un mental, c'est un archétype, on va dire, un personnage avec une spécification bien propre à lui. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que si vous jouez tout seul ou à 4 joueurs, vous aurez une variété et tous les personnages sont différents. Ce qui peut maximiser en fait vos chances et surtout les possibilités de pouvoir accomplir les différents objectifs qui vont venir face à vous à chaque jour. Voilà. À l'intérieur de ces mentals, comme vous pouvez voir, on a un emplacement pour mettre des objets dans la main. Nous avons ici des emplacements pour garder des objets, pour s'habiller ou autre. Ici, nous allons pouvoir mettre un pouvoir qui va être débloqué avec le temps. Donc, ici, nous avons les fameuses petites tuiles de pouvoir pour chacun des différents types de mental. On va pouvoir débloquer ça, prendre ceci et personnaliser notre personnage avec le temps. Ici, nous allons pouvoir aussi savoir comment il fonctionne, donc quelles sont les caractéristiques de base. On va regarder ça pendant le setup. Et nous avons ici le sac à dos. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment creusé à l'intérieur. On va pouvoir mettre nos objets. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, on va pouvoir récupérer de la nourriture, comme ça, par exemple, quand on va devoir les mettre à l'intérieur, donc attention, je ne vais pas mettre ça n'importe quoi, il va falloir que ça rentre complètement et que rien ne puisse dépasser. À partir du moment où il y a quelque chose qui ne peut pas rentrer, pensons à un jeu comme Diablo où on devait gérer notre inventaire en fonction du nombre de cases que nous avions et que si ça rentre pas, eh ben on va devoir s'en débarrasser malheureusement, mais il est possible bien évidemment d'échanger nos ressources avec quelqu'un qui est avec nous au même endroit, dans la même zone, et ça sans que ça coûte quoi que ce soit. Donc ça c'est une bonne chose, vous pouvez le faire avant ou après une de vos actions, donc ça c'est une bonne chose. Donc en gros c'est comme ça que sont gérés les sacs à dos des différents personnages. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la table du setup pour notre première expédition ou notre première aventure, qui est sûrement la première aventure que vous aurez dans le jeu, même dans la version complète, qui va vous aider à apprendre comment se joue le jeu et donc rendre les choses un peu plus simples au début, ce qui est tout à fait normal et naturel, et après vous serez abandonné à vous-même pour pouvoir continuer à passer au travers de des différentes aventures et des quêtes et histoires qui vont se développer avec le temps. Voilà, donc on se lance dans le setup et c'est parti.
Alors le setup, c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est regarder le nombre de personnages avec lesquels on va jouer. Donc, pour une partie en solo, comme moi, pour une partie à 4 joueurs, chacun prend un personnage différent. Ok, ça c'est normal. Pour une partie en solo, ou même à 2 joueurs, il y a 2 variantes pour la solo. Soit on prend 2 personnages que l'on contrôle, comme si on jouait à 2, soit il y a une version, un dérivé, une variante, on va dire, pure solo, où vous jouez avec un seul personnage, et là, ça rend la chose, bien évidemment, un peu plus complexe, il y a même un super challenge ultra difficile, hardcore en mode solo, qui est aussi disponible. Donc, ils ont pensé au fait qu'on pourrait jouer en pure solo, pour ce jeu-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec 2 personnages, comme si comme si on était 2 joueurs. Donc, on choisit de prendre 2 personnages. À la suite de ça, on choisit de prendre donc 2, comment ça s'appelle, 2 cartes par personnage. Donc, vous avez un paquet ici, bien évidemment, qui avec le temps, il va diminuer, c'est sûr. À moins que vous utilisiez les choses pour les noter à côté, mais le but, c'est de pouvoir les compléter et les faire glisser à l'intérieur comme ceci. Pardon, les faire glisser à l'intérieur comme ceci et de voir donc les fameux résultats ici. Moi, j'aurais pensé à autre chose, comme façon de faire plutôt que faire ça. Mais la seule chose, c'est que quand vous allez mourir, et c'est qu'il y a une mécanique intéressante au niveau de la mort, c'est que vous allez pouvoir prendre ces cartes-là, les mettre de côté, les garder comme voici les personnages qui sont morts, et ils vont être catégorisés comme des légendes, et ils auront une utilité. Voilà, donc on verra ça plus tard. Bref. Donc on commence comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelles sont les caractéristiques que nous allons donner au personnage, ou au personnage que nous allons prendre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 5 dés sur les 6. Ici, ce sont des dés de 6. On va mélanger et faire la chose pour chacun d'eux. Donc on va commencer par ce premier personnage ici, que je n'ai pas encore sélectionné. Et là, je vais prendre, pour être plus simple, bien évidemment, parce que les différentes caractéristiques qu'on va mettre sur les personnages vont être utilisées pour les différentes tâches. Et chaque tâche, ils vont vous demander de faire des tests. Et dépendamment du test, ils vont dire, là, c'est un test de force, un test dextérité, un test de... tout ce genre de choses. Donc, on veut avoir des résultats les plus hauts possibles, bien sûr, pour être meilleur dans les résultats de test et être meilleur à l'exécution de ces tests. Donc, par exemple, je vois, j'ai un 6, un 5, un 4, un 4. J'avais un 4 ici. Donc, j'ai pas mal le choix de mettre comme ceci. Donc là, après, je décide sur ces chiffres-là lesquels que je veux mettre sur ma petite carte pour donc si imaginons que ce personnage là je veux qu'il soit meilleur en force, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un 6 5 4 4. On va faire comme ça, 6 6, j'ai dit, ça commence bien, hein. Mon petit stylo n'est pas le même, n'est pas le meilleur. 5 sur des cartes en plastique. Donc en gros, vous aurez bien vu que c'est pas le meilleur stylo pour ça. On va changer de stylo en cours de route avec le deuxième. Donc nous avons un 6, 5, 4, 4. Voilà. On n'en garde que les 4 meilleurs. C'est une stratégie, hein. Vous pourriez prendre des chiffres pourris, bien évidemment, mais c'est à votre guise. Mais je pense que le plus logique, c'est de prendre les meilleurs. Voilà. Maintenant, si la somme de ces résultats n'est pas assez élevée, on avait la possibilité de pouvoir relancer les dés, bien évidemment. Mais on s'entend que pour l'instant tout va bien. Maintenant, on fait la même chose avec l'autre personnage. Donc, je vais relancer 5 dés. Puis, ça va être ces 4-là, je pense. Et puis, je vais y aller avec... pourquoi pas l'inverse? Tiens, on va faire 6, 6, 5, 4. Donc, en espérant que mon stylo fonctionne un peu mieux. Non, malheureusement, c'est pas le meilleur. 6, 6, pour rien. 5, 4. Je vais essayer de trouver un autre stylo pour qu'il s'affiche un petit peu mieux. Et je vous reviens avec ça. Voilà, j'ai trouvé un stylo un petit peu plus intéressant, en tout cas qui fonctionne mieux. Donc voilà. Donc là, on a mis les caractéristiques pour les deux personnages. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un trait. Donc une capacité ou quelque chose qui lui sont propres. Donc on a la capacité de prendre entre, en anglais ils appellent ça cunning, intrépide, indomptable, plein de ressources, sage. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour lui, je vais le prendre et puis je vais mettre par exemple qu'il est intrépide. Donc on va écrire intrépide dessus, intrépide. Je vais mettre en anglais. Hein. Et pour lui, je vais prendre, je vais dire qu'il est par exemple, on va dire cunning. Voilà.
Ensuite, on va leur donner un nom. On peut donner n'importe quoi. Donc, lui, je vais l'appeler Pascal, vu que c'est mon nom. Et lui, je vais l'appeler... c'est une femme. Je vais l'appeler Katou. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on leur donne leur âge. Au début, ils ne peuvent pas être une légende. Donc, en général, on les prend jeunes. Légendes, pourquoi? Parce qu'en fait, ils deviennent des légendes seulement s'ils décèdent. On verra le concept avec ça plus tard. Donc, on va les prendre jeunes. Et là, on va les prendre aussi jeunes. Donc, ils partent jeunes pour l'aventure. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, il nous reste à choisir, en fait, quel mental nous voilà. Parce que, en fait, tout ça n'est pas basé forcément sur les personnages que nous aurons sélectionnés au début. Donc, les fameux 4 archétypes mental que nous avons, qui sont nos prototypes en ce moment. Donc, je pourrais très bien décider maintenant de prendre, de faire ce choix-là et de coller ces cartes-là de personnages avec. Donc, moi, j'ai fait que, on va dire que j'ai fait en sachant d'avance que je voulais que ce soit comme ça. Donc là, je vais coller les cartes ici, dessous. Et là, on peut voir les fameux chiffres s'afficher pour chacune de nos caractéristiques. Voilà. Maintenant qu'on a choisi ça, on va pouvoir maintenant mettre les différentes vies dessus. Donc, pour une partie à 2 personnages, et pas par joueur, mais par personnage, on a 5 de points de vie et 5 d'énergie. Donc les points de vie sont au-dessus. Et on voit d'ailleurs des petites informations comme quoi si c'est à 3 personnages, c'est jusqu'à 4. Et si c'est à 2 personnages, c'est jusqu'à 5. Et ici, c'est la même chose. Si c'est à 2 personnages, on en a 5 aussi au maximum. Donc, on va mettre des jetons sur l'énergie pour chacun des personnages. Mais on ne mettra pas de jetons de vie pour la vie pour chacun des personnages. Parce qu'en fait, on va garder ces cases-là quand les personnages vont avoir des malus, c'est-à-dire des blessures, des maladies ou autres. Donc, c'est là qu'on va remplir et donc diminuer nos points de vie à cause de ces fameuses blessures. Contrairement à l'énergie où on va dépenser l'énergie, donc on va enlever les jetons à l'inverse à chaque fois qu'on va dépenser l'énergie pour pouvoir faire des actions. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas de nourriture, on n'a pas de pouvoir spécifique par rapport à notre personnage pour le moment. Notre sac à dos, il est vide, il n'y a rien de spécial. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir faire le setup des différentes cartes de paquets. Donc là, il y a le paquet pour la pêche qui est déjà mélangé. Le Discovery quand on se déplace et qu'on découvre des nouvelles zones. Ici, nous avons des cartes pour tout ce qui est la recherche en fait de nourriture et de végétaux et de minerais. Surtout de végétaux divers, dépendamment du type de zones qu'on aura fait. Donc on a les forests pour les zones comme ceci et on a les plaines pour l'autre type. Nous avons le deck des cartes de nuit ici qui sont tirées pendant la nuit. Ce sont des événements où on va devoir faire face. On nous a d'ailleurs demandé de mettre de côté 5 petites cartes ici qui doivent sûrement être spécifiques au tutoriel pour apprendre. Nous avons ici le paquet de cartes de tout ce que l'on peut crafter au niveau des outils et autres. Pas besoin de les mélanger parce qu'en fait à chaque fois qu'on va crafter, on va avoir un numéro spécifique qui nous dit voici l'outil ou l'objet numéro XYZ. Il va falloir qu'on aille le chercher au travers de cette carte là. Donc c'est même mieux de les avoir par ordre de numéro pour que ce soit plus facile et plus rapide pour aller les chercher. Ici, je ne sais plus exactement à quoi ça sert. J'ai un petit blanc. Ça, c'est pour la construction. Ah oui, c'est pour la construction, pardon, des différentes structures. C'est les constructions des structures, voilà, très bien. Et ici, nous avons les constructions pour les outposts, donc les lieux que nous allons construire. Et ça, c'est ce qui va à l'intérieur de ces lieux-là. Maintenant, il nous demande, bien évidemment, autre chose, de commencer par faire le setup du codex. Le codex qui est ici, en fait, c'est celui-ci où on va avoir toutes les références au niveau de l'histoire. Donc, souvent, on va nous dire, va regarder tel numéro dans le codex. Si vous voulez crafter des objets, va regarder tel numéro dans le codex pour savoir quel est l'objet que vous avez crafté et si vous avez réussi à crafter quelque chose. Quand vous avancez l'histoire. Donc, en fait, c'est la grosse référence ici qui nous indique quoi faire et quoi lire et qu'est-ce qui se passe en termes d'histoire. Et nous avons le rulebook qu'on va pouvoir mettre de côté, où on a d'ailleurs en arrière des différentes références très très utiles par rapport aux différents terrains, ce qu'on peut faire et ce genre de choses. Voilà. Donc ça, on les met aussi à portée de main pendant le setup.
Alors, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir faire le setup de l'histoire. Donc, nous avons ici, pardon, aussi les différents... je sais plus comment on appelle ça. Ils appellent ça des dials ou on appelle ça des... je sais pas comment dire. Des, des ronds, des boussoles. Je sais plus trop le nom. Bref, des cadrans. Des cadrans. Voilà, les différents cadrans qui vont nous servir à compter le nombre d'activités qu'on va faire et autre chose. Ensuite, on va pouvoir faire le setup du terrain et commencer aussi à mettre l'histoire d'abord. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'histoire numéro 1. Elles sont d'ailleurs numérotées. Donc, c'est plus facile. Nous avons ici, c'est le début de l'histoire. Nous avons sorti aussi les différentes cartes qui nous ont demandé pour faire l'histoire. On les a mis dans un certain ordre. Donc, c'est chacune des choses que l'on va devoir accomplir tout au long de l'histoire sélectionnée pour arriver à avancer de façon générale et apprendre en même temps ce que l'on va faire pendant le jeu. Voilà. Donc, maintenant, il me reste pas mal à installer le premier tray avec les tuiles de base et mettre les personnages et on va pouvoir commencer notre première journée d'aventure. Voilà. Donc voilà, j'ai réarrangé un petit peu. Comme il y a beaucoup de choses à gérer, il faut essayer, surtout sur une petite table comme ceci. Idéalement, c'est sûr, il faudrait une table un peu plus grande. Mais là, pour les besoins de la vidéo, j'ai pris ma petite table. J'ai réarrangé un petit peu le plateau pour avoir un peu plus de place, étant donné que la majorité des choses vont se passer un petit peu autour de ça. Donc on prend un tray. Ici, on l'oriente un peu comme on veut. Et ensuite, on décide la zone qu'on veut, le type de région qu'on veut. Donc, moi, j'ai pris celui des plaines ici. Un peu plus verdoyante que celui qui est aride, tel que dit dans le document où ils nous disent d'y aller avec ça, c'est un petit peu plus facile. Ici, vous pouvez voir plusieurs choses sur la tuile, donc c'est la starting tuile, c'est pour ça que recto verso, c'est exactement la même chose. On voit ici qu'il y aurait une grotte, ici il y a de la verdure, ici il y aurait de l'eau, ici il y aurait aussi des cratères, on va dire, ou des... Ouais, ça a creusé un petit peu. Donc, on la met à l'intérieur, ça tient très très bien d'ailleurs. Et on met le texte starting de façon à ce que ce soit face à nous de manière générale. Ça pourrait être comme ça. Mais la chose, c'est que si on joue à plusieurs, c'est sûr que les gens ne le verront pas tous dans le même sens, c'est logique. Mais une fois qu'on a décidé que le starting est dans un sens, ou qu'on a mis la tuile, toutes les autres qui ont aussi des numéros en bas vont devoir toujours être dans le même sens. Donc on va pouvoir en mettre d'autres. Donc là, on nous demande de mettre celle-ci. On nous demande aussi d'en mettre deux autres ici qui ne sont pas encore découvertes. Donc j'en ai mélangé quelques-unes. On va prendre ces deux-là. On va les mettre comme celle-ci. Ça n'a pas d'importance pour le moment. C'est quand on va les retourner qu'on va pouvoir voir correctement ce qu'il y a dessus et les numéros et mettre donc le numéro dans le même sens que c'est de starting. Donc elles seront le numéro en bas ici et le numéro en bas ici. Voilà. Ensuite, on met nos deux personnages sur la zone de départ. Et on peut commencer. Donc, première chose que l'on va faire maintenant, c'est passer au travers de la petite aventure qui est ici. Je ne vais pas vous lire pour pas vous spoiler, on va dire. Mais vous voyez ici, d'ailleurs, ils nous ont expliqué Crazy's priorité numéro 1, le titre. Et là, ils nous expliquent un petit peu ce qui se passe. Donc, apparemment, il faudrait passer au travers des murs de glace. Là, les différents buts ou goals que l'on doit accomplir sont les cartes. Donc, explore your surrounding, gather resources, process material, make tools. Donc, tout ça, c'est toutes les cartes qui sont ici, qu'on a dû mettre de côté, qu'on va sûrement faire dans l'ordre. Et la première qui nous dit, c'est through walls of ice. Donc ça, c'est la première ici. Donc on pourrait par exemple faire comme ceci pour dire que c'est de ce côté-là et celle-ci pour dire que voilà. Donc voilà, c'est fait. Donc là, on va passer au travers de ces différentes choses qu'on doit la faire dans l'ordre en plus. C'est juste pour nous apprendre en gros. Et voilà. Donc la première chose qu'ils vont nous demander, c'est d'aller récolter de l'eau à la rivière. Donc on peut voir que sur la zone ici, nous avons une rivière, donc il y a de l'eau. Donc un des deux personnages va décider d'aller chercher de l'eau. Pour aller chercher de l'eau, donc nous avons les fameuses day phases en comme référence ici qui nous disent que l'on peut faire.
Donc, il y a la night phase d'un côté et la day phase de l'autre côté. Donc, durant la phase du jour, on va pouvoir faire ces différentes actions. Et voici l'énergie que ça va nous coûter à chaque fois qu'on va faire une action. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est ça, c'est aller chercher de l'eau. Donc, un des personnages, je vais prendre n'importe lequel, on va dire que ça va être celui-ci qui s'appelle Pascal. On va aller à côté et on va dépenser une ressource, une énergie, pardon, ici, comme ceci, pour aller prendre de l'eau. Donc, on va aller prendre de l'eau directement. Le fait de prendre de l'eau, en fait, ça nous en donne 2. Donc, je vais prendre 2 gouttes d'eau comme ceci. Voilà, donc ça, c'est la première action qu'il nous demande de faire. Et à la suite de ça, on a la possibilité donc de partager, parce que l'eau et la nourriture est une ressource cruciale. Il faut boire et manger à la fin, pendant la phase de nuit, histoire de récupérer de l'énergie. Il est possible que vous ne mangiez pas et vous ne buviez pas, mais ce serait malheureusement pas bénéfique pour votre prochaine journée. Donc, il faut toujours être hydraté et rassasié, idéalement, avant de commencer une nouvelle journée. Donc là, on nous demande d'en avoir 2. Maintenant, lui, il en a 2. On va pouvoir en mettre une ici. Et comme il est possible, bien évidemment, de pouvoir partager les ressources entre les personnes qui sont sur la même zone, donc c'est le cas et pour mon deuxième personnage ici, Katou, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une eau ici. Bon, vous voyez, je n'ai pas besoin de m'embêter, ça rentre facilement dans le sac. Et je vais la donner l'autre eau à la personne qui est ici. Voilà. Donc, voici. Maintenant, c'est fait. Maintenant, la deuxième chose qu'il nous demande de faire, c'est pêcher à la rivière. Donc là, je vais utiliser, vu que j'ai déjà un personnage, ça aurait pu être le même, hein, mais vu que j'ai déjà un personnage qui a déjà utilisé une énergie, je vais faire travailler l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller pêcher la rivière tel que demandé avec Katou. Donc ça me demande de dépenser 2 énergies pour ceci. Donc je dépense 2 énergies. Et là, on va directement aller chercher les cartes ici pour pêcher et faire un petit setup pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, première chose à faire, on va aller chercher, parce que la façon de pêcher est quand même intéressante. La première chose à faire, c'est qu'on va aller chercher une première carte. On va aller chercher une première carte du deck de pêche ici. On va le prendre, la retourner. Et on va montrer, voici les différentes choses qu'on va pouvoir pêcher. Donc ici, nous avons ce que ça va nous donner comme résultat, les fameux chiffres ou les tests qu'on va devoir faire. Et ben, ça, c'est l'inverse, parce que toutes les cartes sont un petit peu, et tout ça, on peut le mettre dans tous les sens. Donc, et on la met dans ce sens-là. Ça, c'est le target. Deuxième chose que l'on va faire, c'est que l'on va prendre une deuxième carte, la prochaine, et on va la mettre sur... par-dessus la première carte comme ceci. Donc ça va nous aider en fait à indiquer comment on va devoir pêcher. Donc on peut voir qu'on a différentes lignes ici. Nous avons une ligne de pêche noire, une ligne de pêche rouge, une ligne de pêche blanche. Vous voyez que chacune des cartes aussi a différentes cases. C'est pour faire placer des dés ici. Donc vous voyez que nous avons des cases à 1 dé ou même des cases à 2 dés. Donc le but dans tout ça, c'est d'arriver à choisir une des lignes et d'avoir des résultats de test avec des dés suffisamment hauts, je suppose, pour arriver à avoir un bon score, pour pouvoir à la fin récolter ce qu'on aimerait ou ce qu'on aimerait idéalement pêcher, mais au moins arriver à récolter quelque chose par rapport à ce qu'on a de disponible dans la rivière actuellement. Donc maintenant, on va lancer 4 dés et on va essayer de récupérer les choses. Donc là, il y a de l'eau, du poisson, de l'eau et de la pierre. Idéalement, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de l'eau, bien évidemment, même si j'en ai déjà un peu, mais surtout du poisson. Et si on prend la carte de référence, ici au niveau du fishing, ce qu'on peut voir ici sur cette carte-là, c'est que là, on est en train... si on regarde le truc, on est bien dans une rivière et si on peut avoir des bonus. Donc imaginons qu'à la résultante on réussisse et qu'on voit bonus, on peut avoir de l'eau supplémentaire. Et si on ne réussit pas et qu'il y a le mot comme quoi il y aurait un mishap, on va souffrir d'une blessure mineure. Ok? Donc on se lance. On lance les 4 dés. Les résultats sont vraiment pas bons. Donc, je vais essayer de maximiser mes chances.
Là, il faut que j'ai un 5, mais il peut y avoir une modification avec la dernière carte qui va être posée à droite juste après. Donc, il me faut un 5, un 3 et un 4. Donc là, si je mets cela, j'ai 5. Oh là là, j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Donc, si on regarde la ligne noire, pour le 5, est-ce que je veux essayer d'avoir du poisson? Moi, je pense que je vais surtout essayer d'avoir du poisson. Donc, le poisson, c'est un 3. Vu les résultats, il vaut mieux que je maximise mes petites chances. Donc, imaginons, je vais mettre 5 ici, donc sur la ligne rouge. Donc, ici, on a 5, comme ceci. Vous voyez que les dés sont posés sur le carré où la ligne rouge passe. Si je le mets ici, ça peut m'aider aussi pour la ligne blanche. Donc, je suis obligé de mettre 2 dés dans une case de cette façon-là et un seul dé de cette façon-là. Donc, je pourrais mettre un 3 comme ceci. Mais je vais maximiser mes chances. Donc, je peux mettre un 5 comme ça. Et je pourrais rajouter quelque chose ici pour un 2. Ce qui ferait 7. 7 pour la ligne rouge et un 2 pour la ligne blanche ici. En sachant que il me faut un 4. Donc, j'ai vraiment très peu de chances de pouvoir réussir quelque chose, donc je vais maximiser le fait d'aller au niveau du poisson plutôt qu'autre chose, parce que le reste, un 5 et un 4, ne sachant pas comment va être modifié le chiffre d'origine que je dois atteindre ici, donc je vais aller avec le 1 ici, et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour le poisson. Donc maintenant je tire une dernière carte. Ici, je prends le côté modifier, je le mets au bout et on voit ici les différentes choses. Donc, en gros, ici, ce que ça dit, c'est que pour l'eau, je n'ai rien mis sur la ligne noire, à part le petit 1 ici. Donc, au niveau de l'eau, c'est 5 plus 2 qu'il faut atteindre, donc ce serait 7. Donc, clairement, je n'ai pas ce chiffre-là. Donc, c'est perdu. Maintenant, au niveau du poisson, il me fallait un 3. Si on suit la ligne rouge, il me fallait un 3 plus 3, donc 6 pour y arriver. Donc là, j'ai mon 3, 5, 7 et un 8, ce qui est correct finalement. Donc là, je reçois mon poisson directement ici. Je vais aller chercher un poisson. Je le mets du côté non périssable, parce qu'il y a le côté périssable et un côté... correct, donc ça c'est le côté quand c'est, on va dire, il n'est plus bon. Donc je le mets de ce côté-là. Et je reçois aussi, comme j'ai réussi le bonus me donne la possibilité d'avoir une eau supplémentaire. Donc j'ai droit au moins à avoir de l'eau, comme ceci. Et au niveau de la roche, ou du quatrième, il me faudrait un 4. Et si on lui a une blanche, il me faudrait plus 1, ça fait 5. Donc là, c'est 4 plus 5. Malheureusement, moi, j'ai juste 2 sur la ligne blanche, donc je ne réussis pas. Donc, en gros, je me prends un malus, c'est-à-dire que normalement, je devrais souffrir une blessure. Donc, je prendrai une blessure faible. Ce serait une injury. C'est pas une maladie, c'est une injury, donc une blessure. Et la blessure faible, c'est celle-ci. Voilà. Donc, dans le cas de figure qu'on a ici, mes résultats sont pas très bons. Je me suis blessé en même temps. Donc, on a un poisson pour celui-là, par exemple, et un petit peu d'eau aussi pour celle-ci. Pourquoi pas, étant donné que je peux partager après mon action avec un des personnages qui est sur la même case que moi. Et j'ai droit à une blessure que je vais mettre ici. Voilà. Donc, c'est ça la résultante de la pêche. Et l'activité de pêche est terminée. Voilà. Pour la prochaine étape, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est d'aller faire un forage, donc aller chercher des ressources dans la forêt ou dans la plaine. Étant donné que ici sur la tuile, on peut voir qu'il y a une forêt ici, on va aller dans cette forêt-là. Donc, pour faire ceci, on peut bien évidemment aller chercher la carte de référence. Donc, ici, nous avons la carte de référence pour la forêt, donc on va la prendre, on va la mettre ici, ça nous coûte 2 énergies pour le faire, donc en ce moment nous avons lui qui en a 3, lui qui en a 4, pardon, donc je vais y aller avec lui, donc je vais dépenser 2 énergies ici, pour aller fouiller dans la forêt et essayer de trouver de la nourriture, parce que bien évidemment, pour survivre, il faut se nourrir. Donc, première chose que l'on va faire, c'est qu'on va aller, comme ils disent ici, aller chercher dans le deck de forêt, parce que je suis dans une forêt et pas dans une plaine, et chercher 2 cartes. On prend les 2 premières cartes du top, les retourner, et en choisir une.
Donc, ce qu'on peut voir en premier lieu sur ces cartes-là, c'est qu'il y a 3 niveaux. 3 niveaux de distance. Nous avons le vert ici, qui est le premier niveau de distance. Nous avons le brun ici, ou le beige, qui serait le deuxième niveau de distance. Et nous avons le marron foncé brun ici en arrière, qui serait le troisième niveau de distance. Donc, bien évidemment, il faut commencer du plus près et les choses vont se rapprocher avec le temps. Donc, à la suite de ça, il faut en choisir une parmi les deux. On voit par exemple qu'il n'y a pas de prédateurs. Donc les prédateurs qu'on peut regarder ici, ce serait ce genre de créatures-ci, comme celle-ci. Ou ici, ce serait des proies, en fait, ici. Des petits animaux qu'on pourrait essayer de chasser pour récupérer des choses dessus. Donc là, comme il n'y a pas de prédateur pour le moment, je suis correct, je peux choisir n'importe lequel. Donc, ce qu'on peut voir aussi sur ces différentes choses, c'est que, par exemple, ici, nous pourrions avoir du poisson en premier niveau. Ici, des traces qui nous amèneraient vers, par exemple, autre chose, des traces d'animaux. Nous avons ici de la roche et donc capacité de pouvoir récupérer de la roche et de l'eau. Ici, nous avons... en deuxième niveau, voyons que nous avons des champignons. Nous avons aussi un arbre, j'ai oublié de vous le dire, ici avec un arbre. Nous avons aussi des noix, ici dans un petit buisson. En arrière-plan, ici, nous avons, deuxième niveau de la deuxième carte, nous avons l'arbre. Ici, des champignons et même des racines, carrément, ou des vignes sur l'arbre. Et en arrière, au dernier plan, nous avons deux arbres et des racines en arrière. Donc, il suffit de choisir ce qui nous intéresse, dépendamment de ce qu'on aimerait essayer de récolter. Moi, je suis à la recherche de nourriture, donc ce serait soit du poisson, des trucs. Donc, je vais garder la première, même si, pour pouvoir essayer de récolter les affaires, il faut essayer de combiner à plusieurs niveaux. Donc, on récupère toujours ce qui est en avant et on essaie de récupérer, si on a les mêmes items sur les différents niveaux, on pourra récupérer plusieurs choses. Par exemple, là j'ai un arbre ici et j'ai deux arbres ici, donc je peux récupérer une ressource d'arbre, une deuxième ressource d'arbre, une troisième ressource d'arbre. Et en plus, sur l'arbre, on peut voir qu'il y a des bonus. Donc par exemple, ici il y a une plume, donc je serai capable de récupérer de la plume. Nous avons aussi ici sur cet arbre-là, il y a des lianes, donc je pourrais récupérer des lianes en plus. Donc toutes les choses que je pourrais récupérer, et s'il y a des bonus dessus, je pourrais les prendre aussi. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci et me débarrasser de l'autre. On le remet dans le paquet et on en tire ensuite deux autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que normalement, on met ça dedans. Ici. Un peu de difficulté à sortir, c'est pas grave. On remélange le tout. Et là, j'en prendrai une deuxième. En fait, j'en prendrai deux autres. Comme ceci. Et là, on doit faire aussi un choix. Donc, on peut voir qu'il y a un prédateur. Donc là, ce qu'on peut voir maintenant sur les deux autres, c'est que nous avons d'autres objets ici en premier plan, bien évidemment, mais nous avons aussi un prédateur ici et une proie sur celle-ci. Maintenant que j'ai récupéré une carte avec un prédateur, le prédateur nous a dans notre ligne de mire, vu qu'on essaie de se promener dans la forêt et de récupérer des choses, donc il nous surveille et éventuellement il pourrait très bien nous attaquer, ou on pourrait très bien l'attaquer. Donc là on voit que le prédateur est en distance numéro 2. Donc je suis obligé de garder cette carte-là malheureusement et je ne peux pas garder celle-ci à cause du prédateur qui nous surveille maintenant. Donc je me débarrasse de celle-ci. Et je remélange avec le tout. Bien évidemment, je pourrais continuer à essayer de pousser ma chance. Le problème, c'est que si le prédateur sur les prochaines cartes avance et serait en première ligne, je vais être obligé de me battre contre lui. Donc là, je me retrouve avec ceci. Maintenant, ce qu'on regarde au niveau des ressources, c'est que nous avons donc ici, nous avons poisson, nous avons des traces, ici, nous avons un arbre. Ici, nous avons des champignons. Ici, ce sont des racines. Et il peut y avoir autre chose. Donc est-ce qu'il y aurait, par exemple, autre chose comme... Là, il y a un arbre. En deuxième plan, est-ce qu'il y aurait un arbre? Non, il n'y a pas d'arbre. Et là, ce serait le troisième plan. Donc, je pourrais, par exemple, essayer de pousser ma chance. Et essayer de prendre une troisième carte et voir si le prédateur garde sa distance. Ou si il se retrouve en plein devant moi. Et là, je vais être obligé de me battre contre lui. Ce qui fait que je ne pourrais pas, continuer à essayer de récupérer des ressources. Maintenant, si je décide de me battre contre lui, dans ce cas-là, il faudra que je fasse un test. Donc, je pourrais soit me battre contre lui, soit m'enfuir. Si je me bats contre lui, bien évidemment, là,
Je pourrais, faudrait que je fasse, par exemple, 10 et plus au niveau de mon résultat et être capable je pourrais récupérer 2 viandes, une dent, une coquille et des tendons, alors que sinon, bah, je pourrais souffrir d'une blessure majeure si je rate, malheureusement. Voici les différents objets que l'on peut voir. Comme je vous dis, il y a du bois, des racines, des noix, de l'eau et des différents bonus. Donc on pourrait par exemple avoir un poisson et puis des mushrooms accrochés dans différentes choses. Voilà. Donc là, je vais arrêter et aller chercher les informations ou les ressources que j'ai pu trouver directement ici. Donc là, par exemple, j'ai de l'eau ici. Donc je vais aller chercher une eau. J'en ai pas sur l'autre, j'en ai pas plus loin, donc ce sera juste une. On va mettre une eau ici. J'ai aussi un poisson, parce qu'il y a un poisson dans l'eau, donc j'ai le droit de récupérer un petit poisson supplémentaire. Donc on va chercher un petit poisson supplémentaire ici. Du côté pas abîmé, donc on va le donner à lui. C'est lui qui le fait, mais je vais le donner à cette personne ici. Ici, ce que nous avons aussi, c'est un arbre. Donc nous avons un arbre, donc je vais aller chercher une branche. Les branches, c'est directement ici. Donc, je vais prendre une petite branche par ici. Alors, il faut juste que je retrouve la bonne affaire. Je m'excuse. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est la branche, comme ceci. Voilà, donc on va la mettre ici, par exemple. Ici, nous avons un champignon. Donc, je pourrais aller chercher un petit champignon. Comme ceci. Champignon, champignon. Voilà. Voilà. Du côté pas abîmé, bien évidemment. Donc, on va le mettre à lui. Ici, nous avons des racines. Donc là, je vais aller chercher des petites racines. Des roots. Hop. Que je vais donner à cette personne-là. Et c'est tout. Parce que malheureusement, il n'y a rien d'autre. Ça, ce sont des bonus, mais il n'y a rien d'autre qui connecte, qui continue plus loin. Et j'ai pas envie d'essayer de me battre contre le prédateur. Donc là, ça s'arrête là. J'aurais pu bien évidemment essayer de me battre contre lui si je le voulais. Mais comme il n'est pas en avant de moi, je suis pas obligé de me battre pour le moment. Voilà. Donc ça finit notre quatrième ou troisième étape qui est d'aller chercher des ressources dans la forêt. Maintenant, la prochaine étape qu'on nous demande d'accomplir, c'est aller miner dans une crevasse, on va dire. Donc, si on regarde bien ici, on voit sur le plateau que nous avons des crevasses ici. Ça, c'est une cave, on va dire. Ça, c'est une crevasse. Donc, on doit aller miner dans une crevasse. Donc, on va utiliser, pour ceci, ça va nous prendre 2 énergies. On voit ici qu'il en reste 2, lui, on en avait 3, donc on va y aller avec elle. Chacun son tour, hein. Et en plus, lui est déjà abîmé. Il y a eu une petite blessure, donc elle n'en a pas. Donc s'il se passe quoi que ce soit pendant qu'on va miner dans la crevasse, qui a l'air assez périlleux en soi, eh ben, ce sera elle qui pourra prendre et pas lui. On va essayer de partager les travaux. Donc ça coûte 2 énergies. Maintenant on regarde. Non, on n'est pas dans une cave, on est dans une crevasse, on n'est pas dans un endroit plat et sec. On n'est pas dans une moraine ou dans la montagne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sac ici. On va prendre les différentes ressources que l'on va pouvoir trouver et on va prendre le nombre est écrit intérieur, le mode intérieur et en piocher une. Bien évidemment, à l'arrière de chacune de ces ressources, il y a quelque chose, un symbole ici. Et dépendamment du symbole que l'on va avoir, eh ben, on pourra avoir un bonus ou un malus. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça prend... on va éviter de dire les noms, hein, on va directement y aller avec 2 bruns, 1 bleu et 2 gris. Donc je vais prendre un bleu. Je vais prendre... oui, c'est 2 gris foncés, ici comme ceci. 2 comme ceci. Donc là, je pense que j'en ai 5, si je dis pas de bêtises. Je vais les compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Donc là, maintenant, je vais en prendre une. Regardez le symbole qu'il va y avoir dessus, en espérant avoir quelque chose d'intéressant. Donc on mélange le tout. Et je prends celle-ci. C'est sûr que... dépendamment de la forme des choses, on peut très bien essayer de tâtonner les formes et essayer d'aller chercher une chose qui nous intéresse. On voit très bien que celle-ci, par rapport aux autres, est un peu plus ronde. Donc, si elle est dans le sac et on veut celle-ci, ça pourrait nous aider à tâtonner et avoir la forme que l'on désire. C'est sûr. Donc,
C'est un petit peu spécial. Celle-ci, c'est pareil. On voit la petite porte un peu ovale. Celle-ci, elle l'est, mais à fur et à mesure, on pourrait essayer de reconnaître. Celle-ci serait peut-être un petit peu plus dure à reconnaître, mais je pense que ces deux-là seraient assez faciles à reconnaître à tâtons, surtout les bleus, mais pour le reste, voilà. Donc, c'est mon opinion, hein. Bref, on y va avec celle-ci. On va la retourner. Et on voit que nous avons ce symbole-là. Donc maintenant, ce symbole-là doit être comparé avec le symbole de la mission en cours. Donc on regarde la carte bleue, on voit que le symbole est ici en haut à droite. On le réfère avec celui-ci, on voit que c'est le même. Donc maintenant, si on regarde le symbole, qu'est-ce que ça dit? Alors si ce n'est pas le même, en fait si ce n'est pas le même, ils disent qu'on en gagne plus 1 de la pierre. Donc on a une pierre de plus. En plus de celle-ci. Si c'est la même, ils nous disent d'aller lire le chapitre 188. Donc dans ces cas-là, particulièrement, ils nous demandent d'aller chercher le codex, ici, d'aller à 188 et on tombe sur un morceau d'histoire. C'est drôle, hein? Je m'y attendais pas du tout, c'est ça qui est génial. Donc je vais aller à 188 ici, aller chercher 188 dans les Omen, 188. Alors, il y a des numéros un peu partout, il faut essayer de regarder si on le trouve. Ils sont vraiment pas dans l'ordre non plus, c'est ça qui est intéressant. Donc, où est le 188? Ah, ici, parfait, un tué. Alors, apparemment, c'est répétable. On peut voir ici qu'il y a des endroits, des fois, c'est répétable et pas répétable. Donc, si je vais dans le 188, vous mettez votre main sur quelque chose qui est mouillé et... Et profondément dans la terre, et vous trouvez une ressource étrange, ou un bassin étrange, d'un liquide... silver, c'est du... j'ai oublié. C'est du bronze, quelque chose comme ça. There must be a trick to capturing this strange liquid. Donc il doit y avoir une astuce pour essayer de le capturer. Alors je peux dépenser un lore pour avoir un Moonblood. Et si je ne peux pas, je récupère une Riverstone ou un Cloudstone. Donc voilà. Donc c'est comme un petit bout d'histoire qui fait que en ayant récupéré cette chose-là, pas cette chose-là, mais en ayant récupéré ça, j'ai la capacité avec ce qui est écrit dans le codex d'avoir des options supplémentaires et un choix à faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui pourrait arriver. Donc là maintenant, je peux récupérer un morceau comme ceci. Donc je vais aller chercher une Sunstone. Et j'ai, comme il disait ici dans le 188, que si j'avais la possibilité de dépenser un lore, que je n'ai pas, j'aurais pu gagner une Moonblood. Mais comme je n'ai pas ça, je peux choisir de reprendre une Riverstone ou une Cloudstone. Donc moi, je vais aller chercher une Cloudstone. C'est une pierre bleue. Voilà. Donc, ces deux pièces-là, on va les récupérer. Et je pense que ça rentre directement ici, sans problème. Voilà. Donc maintenant, après, une fois que c'est... Ah, ce que je peux faire, par exemple, ce serait continuer. J'ai la possibilité, encore une fois, si je veux, de piger une autre qui est à l'intérieur. Et voir ce que ça pourrait me donner, tout en sachant que je pourrais avoir du bonus ou du malus. Alors, essayons ça. On prend n'importe quoi au hasard. Voilà, donc là, j'ai une Cloudstone, une autre Cloudstone. On va la retourner. On voit que ce n'est pas le symbole de l'histoire en ce moment, mais c'est une sorte de nuage. Et le nuage, ça fait que je peux avoir un water de plus. Si ça aurait été le même que celui-ci, j'aurais gagné un Major Boost pour un test de force. Voilà. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est ça. Donc là, j'ai le droit de récupérer une eau supplémentaire. Ici. Que je vais mettre dans mon inventaire ici. Et je vais récupérer aussi une autre pierre. Donc une petite pierre, j'en ai vu là. Une petite pierre ici, voilà. Que je peux essayer de rentrer. Ici, ça rentre. Pour l'instant, rien ne sort ou ne déborde. Voilà. Donc ce qui met fin, en fait, à le fait d'aller miner ou... c'est ça, miner quelque chose des matériaux dans une sorte de cratère. Voilà. Prochaine étape maintenant, c'est de nous demander de construire un abri sur la cave. Donc on prend le token d'abri et on le met sur la cave que l'on peut voir ici.
Les autres choses que l'on pourrait construire au bout d'un moment, ce serait carrément un outpost, c'est carrément un lieu plus gros que juste une tente. On ne pourra pas le faire tout de suite, bien évidemment, mais on pourrait l'expliquer vite fait. Donc, si on veut construire, par exemple, un outpost, ça va nous prendre 4 énergies pour placer un outpost sur une zone ou un ex. S'il y a d'autres personnages sur la même zone pour construire, ils peuvent dépenser une énergie supplémentaire, ce qui fait que donc en gros, s'il dépense une énergie, ce qui fait qu'on en dépenserait peut-être juste 3 pour une personne, donc une prendrait et l'autre prendrait juste 3 et puis l'autre prendrait, donc on pourrait quand même partager la tâche. Il y a certains éléments comme par exemple si on veut mettre le outpost, donc si on regarde au niveau un petit peu des tuiles, il y a outpost. Donc si on voudrait mettre par exemple des outposts sur des endroits très spécifiques, donc je vous donne un exemple ici, on élève ceci là, on le met par-dessus comme ceci. Voilà, ça couvrirait un des endroits utilisés pour pouvoir faire des activités. Dans ces cas-là, il faudrait des items très spécifiques pour pouvoir y arriver. Donc si on veut recouvrir une forêt comme ceci, par exemple, ici, il nous faudrait bien sûr un outil spécifique comme une hache. Si on voudrait recouvrir un endroit comme un wetland, une rivière ou un lac, comme ceci par exemple, c'est la même chose. Il faudrait qu'on ait une pelle, et si on veut le recouvrir par rapport à une montagne ou carrément un cratère comme ceci par exemple, ça nous prendrait une pioche pour y arriver. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses que l'on pourrait faire pour agrandir un petit peu pas notre territoire, mais comment ça s'appelle, nos camps directement sur les tuiles, mais il nous faut des outils très spécifiques pour y travailler et donc y arriver. Voilà. Maintenant que nous avons terminé en fait toutes les étapes qui ont été indiquées ici ou demandées ici pendant notre journée, nous allons passer à la night phase. Night phase, bon. Chose qui soit très importante à faire, c'est essayer de récupérer un maximum de ce qu'on a fait dans notre journée. Donc je vais rassembler les personnages ici et regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, première chose que l'on doit faire, c'est que on récupère de l'énergie automatiquement quand c'est la phase de la nuit, dépendamment le nombre de caractères. Donc si c'est seulement, si on est au-dessus de 2 caractères, et ben c'est seulement une énergie qui est récupérée pour chacun des personnages. Mais là, comme nous avons 2 caractères, c'est 2 énergies qui sont récupérées. Donc si on n'avait que une, on y va avec 3 en récupérant 2. Et lui, il y en avait 2, donc on en récupère ici. Donc on est passé à 4, voilà. Maintenant, autre chose, si on veut récupérer plus d'énergie et essayer d'être au maximum pour la prochaine journée, ce qui est toujours une bonne chose en soi, on pourrait dépenser de l'eau ou de la nourriture pour augmenter nos chances et donc avoir l'énergie au maximum. Ou sinon, si nos personnages sont un axe avec un petit lit, on va dire, ou une tente, ou carrément un feu, parce que ça pourrait être un feu qui aurait été mis à la place de ceci. Dans ces cas-là aussi, nous pourrions augmenter de une énergie. D'ailleurs, si notre énergie est au maximum, avant le début de la première journée, nous pourrions mettre, bien évidemment, une sorte de boost directement sur nos personnages, pour tous ceux qui auraient le truc au maximum. Donc, je vais aller chercher les trucs de boost ici. Voilà. Ces boosts-là, on a un +1 et un +2. Donc là, on gagnerait un boost mineur, c'est-à-dire un +1 sur une des choses une de nos capacités. Donc par exemple, je prendrais la plus basse et je mettrais +1 pour celui-ci ici. Et lui, je prendrais la plus basse et je prendrais +1 ici pour celui-ci. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas pour le moment, en tout cas pour mes 2 personnages, ils ne sont pas au maximum. Donc, je vais continuer. Maintenant, si je dépense ou si je mange et je bois, donc si je mange quelque chose et aussi que je bois, je pourrais guérir d'une infection ou d'une blessure. En ce moment, ce personnage-là a une blessure. Dans ces cas-là, je vais consommer le poisson et une eau pour être capable de le guérir. Vu que là, j'en ai juste celui-ci. Si j'avais eu plusieurs, j'aurais été obligé de faire un choix. Mais là, comme je n'ai qu'un, je pourrais le diminuer. Alors, en fait, ce ne serait pas le guérir complètement, ce serait le diminuer. Donc, imaginons que j'avais une blessure majeure pour celui-ci, comme là. Je l'aurais diminué d'une petite coche.
ici pour le rendre un peu moins fort. Et la prochaine fois, si je reconsomme encore, par exemple, de l'eau et de la nourriture, je pourrais le guérir totalement. Là, il est déjà sur le mineur. Je viens de prendre une eau et une nourriture. Je m'en débarrasse et il n'est plus là. Merci, bye bye. Elle, ce n'est pas le cas. Elle n'a pas de blessure pour le moment, donc pas besoin de s'en soucier. Maintenant, si par exemple je ne mange pas ou je ne bois pas, je vais souffrir d'une blessure mineure, ce qui serait dommage. Lui a bu et mangé, ce qui fait que je n'ai pas de blessure mineure, et en plus, je me suis soigné. Elle n'a pas bu ni mangé, donc il faudrait que je le fasse. Si je bois, alors, le fait en plus d'avoir consommé de l'eau et une nourriture, ici, m'a fait augmenter mon énergie, parce que je monte l'énergie quand je bois de l'eau et des trucs, donc tout se fait en même temps. Maintenant, elle, il faudrait que je consomme un poisson et une eau, comme ceci, pour être capable, déjà d'augmenter mes deux énergies manquantes, donc je suis remonté au maximum, et en plus, je n'aurai pas le malus du fait de n'avoir rien bu ni mangé, donc les deux sont sauvés. Maintenant, ils sont tous les deux au maximum, donc je peux faire ce que j'avais décidé tantôt, c'est-à-dire de mettre plus 1 ici, et de mettre plus 1 ici pour chacun d'eux, donc chacun a un petit bonus pour la prochaine journée. Maintenant, c'est fait. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va dégrader la nourriture qui reste. Donc, tout ce qui est le poisson, la viande, les racines ou même les champignons vont dégrader. Donc, en ce moment, la racine est ici, on va la tourner, elle est passée à verte. Et là, le champignon est ici, on va le tourner et il est passé à vert. Ce qui fait que la prochaine nuit, je devrais les consommer en priorité si j'ai besoin de manger, ce qui est toujours le cas. Il faut au moins manger et boire une fois. Manger ou boire. Et ben, en fait, il faut faire les deux si on veut pas être malade. Donc, idéalement, il faut toujours manger et boire quelque chose. Donc, si la prochaine nuit, je ne les mange pas, eh ben, je vais les perdre. Ils vont disparaître et donc plus utilisables du tout. Donc, ça va devenir ma priorité de manger ces deux-là pour chacun d'eux. Ensuite, si j'avais eu un feu ici à la place, j'aurais été obligé de pouvoir mettre du bois supplémentaire pour que le feu reste, sinon le feu se serait éteint pendant la nuit. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Maintenant, il y a aussi les night actions, donc on peut faire une activité ou une action de la nuit. Si parmi nos personnages, nous avons un item, une carte ou quoi que ce soit qui aurait, par exemple, le symbole, les Z ici, le symbole pour faire dodo, je pourrais prendre ces actions-là et les faire et les compléter pendant la nuit. Maintenant, il y a Reconcile Inventory. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que chacun des personnages va vérifier son inventaire. Il va faire s'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse dans son inventaire. Donc pendant la journée, ça aurait pu dépasser. Mais à la fin de la journée, avant la prochaine journée, il faut m'assurer que mon inventaire soit complètement rempli comme il faut pour rien ne dépasse. Si quelque chose dépasse, soit je peux le donner, l'échanger avec quelqu'un pour s'assurer que tout va bien, soit ben, je suis obligé de m'en débarrasser et donc de le jeter. Maintenant, la prochaine étape, c'est de résoudre un événement de nuit. Donc là, je vais aller prendre une carte directement sur le top. Ici, nous avons le Nighttime Chaos. Alors, Nighttime Chaos, qu'est-ce que c'est? Alors, nous devons résoudre ceci. Comme on devrait tirer une carte pour chacun qui est sur un axe. Mais si toutes les personnes sont sur une zone différente, chacun doit tirer une carte pour lui-même. Mais là, comme tout le monde est sur la même zone, on tire une carte pour les deux. Et les deux vont devoir résoudre la chose, étant donné que c'est un événement de groupe. Alors, là, il se passe quelque chose. En gros, il dit que tout le monde qui est sur un X doit faire un test de ce genre pour essayer de l'éviter. On peut rajouter plus 2 à notre résultat si on est sur une zone avec un shelter, ce qui est le cas. Donc, chacun d'eux va pouvoir rajouter plus 2. Donc, on va prendre un dé. Et en gros, il faudrait idéalement
peu importe le résultat, finalement, on a malheureusement que des malus. Ici, on va perdre une énergie. Ici, on va souffrir d'une blessure mineure. Et ici, d'une blessure majeure. Super. Donc, en gros, on ne peut pas s'en sortir. On peut juste essayer de mitiger le tout. Donc, lui, au niveau des tests, il est à quel niveau? Il est à 5 là-bas. Donc, il faudrait à 5 plus 2, ça fait 7. Donc, il me faudrait un petit 3 pour être bien. J'ai un 5, donc je perds juste une énergie. Voilà, et là c'est la même chose pour cette personne-là. Cette personne-là est à combien? Elle est à 5 aussi pour ce test-là. Il faudrait donc un petit 3 aussi. 6, donc c'est correct. Donc j'en suis à plus de 10, donc je perds une énergie. Ce qui est déjà mieux que le reste. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on se débarrasse de cette carte-là. On a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Tout ça. Donc maintenant, tout a été fait. On retourne la carte. Ici, qu'on a dit qu'on faisait la phase de nuit. Et là, on va aller chercher Your Surrounding into Play. On va pouvoir mettre celle-ci par-dessus. Et passer la prochaine journée. Maintenant, on va regarder aussi ici. Et on va retourner la carte pour regarder ce qui se passe. Là, il disait de mettre le trait avec deux zones inexplorées au hasard. On met exactement ce qui avait été écrit. When you have complete through the walls, on va pointer et fin. Donc, on aura fini. Maintenant, on va augmenter notre activité de 1. Donc, ici, c'était écrit ici sur la carte. En fait, on augmente notre activité de 3. Pardon, j'ai complètement oublié. Donc, ici, on fait plus 3 au niveau de l'activité. Si on avait eu un 4, on aurait eu un événement, 8, un autre événement, 12 et 20, un autre événement. Donc plus on augmente, plus il va se passer des choses dans notre histoire. Donc là, c'est déjà un plus 3. Il aurait pu avoir juste un plus 1 ou un plus 2, mais non, c'est directement un plus 3. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir remettre le tout ici, continuer notre aventure, prendre la prochaine. La prochaine qui nous dit... Vous pouvez utiliser l'action d'exploration pour aller dans une zone inexplorée adjacente et dépenser 2 énergies et résoudre une carte Discovery. Le goal est de compléter. This goal is completed after a third edge explore. Donc en gros, il faut, pour compléter tout ça et passer à la prochaine phase de nuit, il faudrait donc explorer 3 tuiles. Là, il y en a juste 2 pour le moment. Il faudrait en rajouter un autre moment. Et puis voilà. Donc, première chose que l'on peut faire, dépenser 2 énergies. Donc, je vais aller dépenser 2 énergies avec lui. Et je vais aller explorer une des 2. Je vais commencer par celle-ci. On va la retourner. Je voyais qu'elle avait, comme je dis, le petit numéro. Donc, on va mettre le petit. Donc, j'avais dit comme le petit numéro est juste ici. Donc, on met le même petit numéro au même niveau que starting. Donc, le même niveau, on ne pourrait pas la mettre dans n'importe quel sens. Donc, elle est comme ceci. Et on la met et on met notre personnage ici. Ici, dans ce personnage-là, on peut voir qu'on a encore des forêts, des montagnes. Ici, nous avons des cratères, on va dire. Ou, et nous avons un peu de l'eau. Donc, on va aller ici. Et là, on prend une carte exploration. Donc, on va aller Discovery. Pardon. Donc, on va aller prendre celle-ci et voir ce qui est dessus. The Unknown. Donc là, ce que ça écrit, c'est résolvez si vous êtes tout seul et votre ex a une cave. Sinon, en prend une autre. Il n'y a pas de cave ici, donc on en prend une autre. Choose one or resolve it. Il y a écrit Despite your claim to the country, you are quite lost. Donc là, je peux la faire. Si, au fur et à mesure, à chaque fois, par exemple, comme celle-ci, ou même pendant la carte de l'événement de la nuit, les conditions ne sont pas rencontrées pour que je puisse la faire, je tire encore et encore jusqu'à ce que je tombe sur une carte où je vais pouvoir la résoudre. C'est la même chose pour les Discovery. Là, je n'ai pas pu faire celle-ci, donc j'en prends une autre jusqu'à ce que je sois capable de le faire. Donc là, j'ai un test à faire. Je dois soit faire un test comme ceci ou un test comme ceci, j'ai le choix. Donc mon personnage au niveau de la forêt, il est à 4 plus 1 et l'autre est à 4 tout court. Donc je vais aller chercher le 4 plus 1 et utiliser mon boost pour essayer de m'aider avec la forêt. Et il y a écrit que plus 2 if you have a map, je n'ai pas de map, et plus 2 si vous êtes un intrépide,
Je ne suis pas non plus un intrépide. Est-ce que j'ai pris un intrépide? Oui, je suis un intrépide. En plus, j'avais carrément pris un intrépide. Donc, je suis encore plus chanceux avec ça. Vraiment, quel adon. Donc, j'ai plus 2 en plus sur mon résultat. Donc, en ce moment, je serai à 4. Plus 1, 5. Plus 2, 7. Donc, maintenant, je vais prendre un dé et je vais essayer d'avoir 8 idéalement. Si je fais 8, je vais pouvoir découvrir quelque chose et je vais lancer un dé pour gagner une de ces ressources-là. Si je fais en dessous de 8, je vais perdre 2 énergies. Donc, j'ai dit que j'étais à combien? 4 plus 1, 5. 5 plus 2, 7. Et un 1, ça fait 8. J'ai été chanceux finalement. J'avais besoin du résultat le plus pourri pour y arriver. Donc là, j'ai fait 8. Là, je vais pouvoir lancer. Encore une fois, je fais 6, entre 5 et 6, et j'ai droit à une peau. Donc, je vais aller chercher une peau. Ici, directement. Alors, voilà. De son côté, non raffiné. Et voilà, comme ça, ici. Voilà. Donc, j'ai réussi. Assez chanceux de ce côté-là. Donc, voici. Et me voici dans la nouvelle zone que je vais pouvoir explorer et utiliser. En gros, il va falloir que j'aille encore chercher des ressources si j'en ai besoin pour pouvoir passer la nuit et continuer à aller chercher des ressources pour pouvoir, par exemple, construire quelque chose aussi, ce qui n'est pas négligeable. Et ça va être la même chose pour notre autre personne qui va sûrement se séparer et aller de l'autre côté, car le but pour arriver à finir en gros cette carte-là et toutes les étapes, c'est d'aller explorer 3 zones non explorées. Petite chose que j'ai oublié, c'est comme j'ai utilisé le test avec celui-ci, j'ai dépensé mon petit boost, donc je l'enlève et je ne l'ai plus pour ce personnage-là pour le reste du tour, en espérant avoir la capacité de pouvoir en récupérer pour le prochain tour après la prochaine nuit. Autre concept maintenant que je vais passer en revue, c'est celui par exemple de pouvoir raffiner les matériaux que l'on ramasse. Ça peut être des matériaux comme de la pierre ou autre chose qu'on va trouver tout au long de notre aventure, aussi bien que la nourriture. Certaines nourritures doivent être raffinées pour pouvoir être consommées. Pour raffiner quelque chose, ou des matériaux ou de la nourriture, ça prend une action. Dans ces cas-là, lors d'une action, le joueur ou le personnage décide parmi les items qu'il a dans son sac de raffiner quelque chose. Le fait de le raffiner, par exemple, je vais prendre ce morceau de pierre et cette plume, le fait de les raffiner, on voit qu'elles ne sont pas du tout raffinées avec la petite icône là, c'est les icônes représentatives, on le retourne et là elles deviennent raffinées. Maintenant ce qu'on peut voir sur ces icônes, c'est qu'on a plusieurs petites symboles, des flèches entre autres avec des losanges rouges. Celui-ci, il y a aussi une flèche jaune, on va dire, et un 0 sur le côté. Donc maintenant, le fait d'avoir des matériaux qui sont raffinés, ceux-ci peuvent être utilisés pour crafter, donc construire d'autres items, comme des outils, des armes et autre chose. Avec le même exemple qu'on a en ce moment, on pourrait décider par exemple de pouvoir essayer de combiner ces deux matériaux pour possiblement essayer de construire quelque chose. La particularité du jeu, c'est que nos personnages ou nous-mêmes ne connaissons pas par cœur, aucunement, par cœur les recettes qui existent, donc il va falloir faire beaucoup de essais-erreurs pour essayer de trouver les bonnes combinaisons et après donc se souvenir de ces combinaisons là pour les futures fois où on voudrait les refaire. Donc pour ce faire, on prend par exemple 2 items comme celle-ci. Et là, on décide de voir dans quel sens on pourrait les combiner, donc coller les deux du milieu comme ceci. Pourquoi? Parce que ceci va sortir un code qui va être utilisé dans le livre des codex, et on va aller voir dans ce codex si ce code va nous donner quelque chose. Soit ça donne quelque chose, et là on a réussi à crafter, soit ça nous donne rien du tout, et dans ces cas-là, on récupère les matériaux, on ne les perd pas, et on devra donc recommencer la prochaine fois et essayer de faire une autre combinaison. Donc prenons cet exemple. Là, je vais prendre un exemple qui fonctionne. Donc par exemple, celui-ci, on mettrait cette pierre-là raffinée dans ce sens-là avec la plume qui a aussi été raffinée et qui était un petit peu plus... on voit, là, elle n'est pas touffue, elle est plus droite. Donc dans ces cas-là, comment on va le lire? C'est qu'on va coller ces deux choses ensemble avec des petites flèches au milieu.
Et là, on va lire le code. Le code, c'est très simple. Ça commence toujours par des couleurs. Donc, ça peut être des codes comme du bleu, du rouge. Je pense qu'il y a aussi autre chose, si je dis pas de bêtises. Bleu, rouge, bleu, rouge. Y a-t-il autre code? Je pense que j'avais vu autre chose, mais c'est pas si grave. Là, on peut commencer par ça, mais c'est un exemple comme un autre. Donc là, on a le bleu et le rouge. Donc celui-ci, ça va être du rouge. Donc on lit ça de gauche à droite. Un peu complexe un petit peu à prendre en main, mais après plusieurs essais, on commence à comprendre. Donc là, on voit que c'est rouge. Et maintenant, à partir de la gauche vers la droite, on va compter combien de fois il y a des symboles en partant de la gauche. Donc le rouge en a un. Donc c'est rouge, 1, 4 pour les 4 jaunes, 1 pour le 1 jaune et 0. Donc ce serait rouge 1, 4, 1, 0. Ou plus communément, rouge 14, 10. Ou rouge 1410, comme vous voulez. Quand vous pensez que votre combinaison, quand vous voulez vérifier en fait que votre combinaison peut donner quelque chose ou pas, donc là on prend le rouge 1410 ou 1410, on va dans le codec ici. J'ai fait bouger tous mes petits bonhommes, c'est pas grave. On va dans le codex ici. On va dans la table des matières. On ouvre à la page ici. On regarde au niveau, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses, les outcomes, les monnaies. Mais là, on va aller dans les récipes, dans les recettes ici. On va aller dans la section rouge. Donc, vous voyez des yellow, blue, purple et même silver. Donc, on va aller dans la section rouge. Je suppose même que la couleur monte avec la qualité aussi de l'outil ou de ce qu'on voudrait construire. Donc on va aller dans le rouge, 30-42. 30-42. Donc 30-42 ici. Donc ça commence ici. Et là, donc on voit le code, comme j'avais dit, rouge. Et là, on va aller à 14-10. Donc là, 13-11. Et là, on tourne la page. Et ici, on a 14-10. Donc là, ça donne quelque chose. On a réussi à faire des embouts ou des têtes de flèches en pierre. Donc là, on a un petit texte qui dit qu'il va falloir que si on veut les utiliser, on a besoin d'un arc, bien évidemment, parce que ce sont des têtes de flèches. Et on va avoir de bois pour pouvoir les coller quelque part. Mais en gros, ils disent que débarrassez-vous des matériaux, maintenant que vous avez réussi, et allez chercher la carte ou l'item tête de flèche en pierre, et les ajouter dans votre inventaire et même dans votre journal de tribu. Donc à ce moment-là, j'ai déjà été la chercher. On va dans la pile ici, il y a tous les objets. On va essayer de chercher le RAID 410 ici. Là, on la retourne et on voit l'information comme quoi on a fait des têtes de piège, et là, des têtes de flèches en pierre, pardon. Et là, on va pouvoir voir que quand on utilise, par exemple, ça veut donner quelque chose de plus. On peut lancer un dé de plus, et que son utilisation est bien évidemment limitée avec le temps. Donc voilà, ça nous donne quelque chose de plus. Et là, on peut le mettre dans l'inventaire avec les petites icônes. Donc on mettrait ceci ici dans l'inventaire de notre personnage qui a réussi à le faire. Voilà, donc ça c'est un des concepts de raffiner les matériaux, construire. Un autre exemple, si le code ne fonctionne pas, bon voilà, on va aller sur celui qui est juste au-dessus, comme par hasard, ou même en dessous, au-dessus encore. On voit que si c'était rouge 1365, ils disent que peut-être que c'est pas la même chose, que ça pourrait être, il y a du texte, et ils disent retournez les matériaux dans votre inventaire, donc le rouge 1365 ne donne aucun résultat. Bien évidemment, on pourrait se promener au travers de ceci, mais il n'est pas conseillé d'ouvrir le codex à part quand on nous indique de le faire. Donc, dans le cas présent, j'ai fait une tentative de combinaison. La tentative de combinaison me dit d'aller vérifier dans le codex. C'est sûr que je pourrais, au bout d'un moment, aller fouiller dans le codex, regarder les items pour voir si ceux que j'ai pourraient correspondre à quelque chose. Ça pourrait être plus long à voir, mais ça gâcherait un petit peu le côté découverte et apprentissage pour nos personnages. Voilà. Autre concept, c'est suivre en fait les différentes activités. Il y en a 3 à peu près. Il y a l'activity ici que vous avez vu, qu'on a vu tout au cours de la démo, qui augmente avec le temps. Donc, comme vous avez pu le voir, à chaque fois que vous faites des phases de nuit ou des événements de nuit, en bas de la carte, on va vous demander d'augmenter le nombre d'activités de plus X nombre de nombres. Et avec le temps, comme vous avez pu voir ici en arrière, par exemple, c'est que si vous arrivez à un certain nombre d'activités pendant l'histoire que vous êtes en train de faire, il y a des choses qui vont se déclencher et vous allez donc devoir essayer
de passer au travers de ces fameux événements. Plus le nombre d'activités augmente, plus vous en avez et plus le jeu va devenir plus compliqué et c'est normal. Et vous avez aussi le unrest. Alors le unrest c'est pareil. Vous allez avoir un moment où ils vont vous demander d'ajouter des unrest. Le fait de les cumuler va faire exactement pareil que les activités. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le unrest, plus vous allez en accumuler, plus vous allez malheureusement avoir des malus. En gros, quand vous arrivez à 6, vous allez devoir augmenter à chaque phase de nuit de plus 1 l'activité. Et en plus, ça va donner un malus au niveau de vos personnages quand vous allez commencer une prochaine journée ou déclencher aussi un événement. Quand vous allez passer à 11 et plus, c'est pareil. Encore une fois, vous allez monter de plus 1 au niveau des activités, de l'activité, le jauge d'activité à la fin pendant la phase de nuit. C'est la même chose. Vous allez aussi avoir un malus sur les personnages. Quand vous allez atteindre 16 et plus, c'est la même chose. Vous allez encore devoir augmenter de plus 1. Pendant la phase de nuit au niveau des activités, ce qui pourrait donc augmenter les chances de déclencher un événement à cause du nombre d'activités que vous allez accumuler. Et pareil, les caractères vont avoir un malus et ne pourront peut-être pas bénéficier, par exemple, de ce que donne le fait d'avoir un outpost dans une région ou ce genre de choses. Donc tout ceci est cumulatif, bien évidemment, et donc c'est sûr qu'avec le temps, le jeu va devenir de plus en plus compliqué, c'est certain. Un des derniers concepts du jeu, en fait, ce sont les Bahamut. Les Bahamut, ce sont des créatures aliens et célestes, on va dire, qui vont apparaître au cours de votre aventure et de l'histoire. Celles-ci, une fois découvertes, en fait, ils vont apparaître sur le terrain sur lequel vous explorez. Ils vont avoir chacun leur propre lair, ou leur propre... comment ça s'appelle maison, on va dire. Donc à partir d'un moment, à un moment donné, pardon, ils vont devoir apparaître. Donc on va les placer sur une des tuiles, par exemple. Je dis n'importe laquelle, même si c'est pas du tout ça. Et à ce moment-là, on pourrait, par exemple, mettre son lair ici, n'importe où en fait, sur la tuile, et indiquer que celui-ci est ici. Voilà. À partir du moment où celui-ci est en jeu, le but de ce Behemoth-là, ou de cette créature, c'est de pouvoir essayer de s'approcher de vous et de vous détruire, en gros. Alors, comment on fait le setup? Donc, quand ils apparaissent, on va prendre l'exemple de celui-ci. On va prendre son plateau. Dans son plateau, on voit plusieurs choses. On voit un peu comment celui-ci fonctionne en haut. Ces différents types de mouvements, donc dépendamment de la tuile, où il y a différentes... on va dire de la forêt ou s'il y a de la montagne, des rivières, tout ça, ces déplacements sont plus rapides ou plus lents. Ensuite, ça explique un peu comment ça fonctionne si par exemple on a une rencontre contre lui pour essayer de se battre. Nous avons les différentes résultantes de nos combats, qu'est-ce que ça va donner en gros, et nous avons le concept des lore. Donc les concepts des lore ici, je vais en parler rapidement. Alors le lore en fait ce sont des points de lore qu'on va pouvoir acquérir tout au long de notre exploration et de notre aventure. Ces lore peuvent être dépensés pour essayer de débloquer des bouts d'histoire à l'intérieur du codex, mais aussi peut être dépensés pour essayer de comprendre comment fonctionne le Behemoth et essayer d'avoir ces informations à notre avantage. Donc par exemple celui-ci on pourrait dépenser 7 points de lore pour essayer de comprendre son secret, et là on irait lire dans le codex son secret, voir comment il fonctionne, et ça pourrait nous donner un avantage sur sa sensibilité et voir quelle est la chose qui pourrait lui faire le plus de mal si on se bat contre lui. Nous avons aussi ces habits, donc si on dépense par exemple 4 lore, on pourrait aller lire ce que ça veut dire dans le livre, et ça pourrait nous indiquer quelles sont ses habitudes, et ça aussi ça pourrait nous donner un avantage pour essayer de le cerner et de s'en débarrasser. Ces deux Behemoth qui sont là dans le prototype sont très différents l'un de l'autre. Les lore, quand on les dépense, ce sont pendant les phases de nuit et à certaines conditions. Par exemple, si on veut essayer d'avoir son secret, c'est à la fin d'une phase de nuit. On va dépenser 7 lore si on a 7 lore en notre possession, s'il est adjacent ou sur une tuile là où nous sommes, et on va pouvoir dépenser ces lore pour pouvoir aller chercher ces informations.
Comme les autres personnages aussi, ils ont des caractéristiques ici qui sont exactement les mêmes que les attributs que nous avons ici. Donc, à chaque fois qu'on va devoir se battre contre lui, il va falloir être supérieur à son résultat quand on fait un test de l'un de ces quatre-là contre lui pour être capable d'avoir un succès. Sinon, à chaque fois, ça va être malheureusement pas un raté complet, mais mais malheureusement, il faut que le résultat soit supérieur à chaque fois pour être capable de pouvoir avancer dans le combat et le faire, le diminuer et surtout gagner contre lui. Voilà. Pour le stop, c'est simple, on prend sa carte, on prend une carte d'instinct, on mélange le tout, on prend une au hasard comme ça, et on la met sous l'instinct. On prend une carte secrète, on mélange le tout, on en prend une hasard, on la met ici, et on prend une carte réaction, on mélange le tout, et on en met une ici. Voilà. Ensuite, très simple, comme je l'ai dit, quand ça va devenir le moment de jouer pour lui, il va se déplacer, dépendamment de sur quel type de terrain il est, pour essayer de s'approcher de nous. Une fois qu'il va être proche de nous, comment il va fonctionner en fait? Il va donc se déplacer, déterminer le chemin le plus court pour arriver à celui qui est le plus proche de lui. Il va aussi donc se déplacer par la suite de ça, déplacer la miniature, essayer de faire les effets s'il y a des effets qui se déclenchent. Et continue de se déplacer jusqu'à ce qu'il arrive à proximité de nous pour pouvoir faire un combat. À la suite de ce combat, comme indiqué, on lance les dés, on essaie de se comparer, et puis voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, par exemple, on pourrait découvrir son secret. Donc, si on dépensait ce qu'il faut, on pourrait regarder ici, puis voir quel est son secret par rapport à ça. On pourrait faire la même chose pour ses habitudes. Et ensuite, on regarde avec ses réactions, par exemple, ou son instinct, comment il va se comporter ou se manifester. Donc toutes ces cartes là donnent en fait un peu comment son comportement vis-à-vis du terrain et vis-à-vis des joueurs vers lesquels il va essayer de s'approcher le plus vite possible. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne au niveau du Bahamut. C'était l'un des derniers concepts à peu près du jeu. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Mais c'est pour vous donner un avant-goût de ce qui est. Mais donc voilà, c'était le jeu Stone Saga. Donc voilà, la vidéo est terminée. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. En fait, la présentation jeu est terminée. Du jeu est terminée. Je parle très mal la France. Puis j'ai vraiment de la difficulté. Mais ça, on s'en fout. Ça vous intéresse pas. C'est juste moi. Bref. Maintenant. Alors. J'ai joué un petit peu, comme je vous l'ai dit. J'ai pas fini encore. J'y travaille. Je pense que je vais le finir parce que le prototype recèle quand même une campagne complète. On a la capacité de pouvoir y jouer. Donc, on va y aller avec ce que je trouve cool, ok, par rapport au jeu. Déjà, ce que je trouve cool, c'est le monde et son histoire. Très intéressant, donc avec le codex, le livre de codex. Je trouve que c'est bien fait. C'est très intéressant ce qui se passe. L'avancement des personnages, l'avancement de l'univers dans lequel on va. On peut en plus choisir différents terrains. Ça rajoute un petit peu de difficulté, bien sûr, dans l'aventure. Comme ils le disent, un des terrains dans le prototype était plus facile que l'autre. J'ai utilisé le plus facile pour faire la démonstration. Mais ça reste assez compliqué en soi. Pas compliqué, mais assez challengeant en soi, et c'est ça qui est intéressant. Mais donc, j'aime le concept du codex, de pouvoir voir que ce que nous faisons a un impact dans le monde dans lequel on joue, ou dans le monde dans lequel on est et qu'on explore, et qu'on part de rien, et on doit faire tout ce chemin-là pour arriver à devenir quelque chose, devenir quelqu'un, et d'avoir un but, en plus, dans la vie. Donc, je trouve que ce côté-là est vraiment bien fait et intéressant. Ce qui rajoute le fait que l'exploration en soi est vraiment cool aussi. C'est le fait de pouvoir avancer de tuile en tuile, que c'est de l'inconnu à chaque fois et qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va tomber. Donc je trouve ça très très cool. Le fait que les objectifs qu'on a dans l'histoire, surtout comme vous l'avez pu le voir, surtout que je suppose que ce que j'ai fait moi va être exactement ce qui va être. Donc c'est le début de l'aventure de la version complète, ça va être vraiment pareil. Donc
Je trouve intéressant que ces objectifs-là nous aident à apprendre à comment jouer en soi et après nous laissent aller tout seul pour essayer de continuer la découverte et l'aventure du jeu par nos propres moyens et bien sûr de faire nos essais et erreurs pour essayer de savoir où est-ce qu'on s'en va. Il y a une limite bien évidemment sur le temps qu'on passe à essayer d'accomplir cette aventure et cette histoire en arrière, ce qui n'est pas mauvais en soi, sinon le jeu serait à l'infini. D'ailleurs, je pense qu'il y a un mode infini qui aurait peut-être été débloqué dans la campagne, si je me trompe pas de jeu, bref. Mais je trouve que c'est quand même cool. Donc, bref, j'aime beaucoup ça. Ce qui est intéressant, et c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment parlé dans le mais je vais vous en parler maintenant, c'est la mort des personnages. Quand un personnage meurt, ce n'est pas la fin du monde. En fait, ce qu'on va faire, c'est que le personnage va mourir. On va prendre la petite carte qu'on avait. On va écrire que le personnage, ben, il est mort. On va laisser la carte. On va mettre que le personnage est devenu une légende. On va le mettre de côté. Et il va nous arriver à certains moments qu'on va être capable de pouvoir, par exemple, pour une journée, piocher un de ces personnages, une de ces légendes décédées, les utiliser. Et on va pouvoir utiliser et combiner ce qu'ils avaient accompli dans leur vivant. En tant que et utiliser leurs caractéristiques pour nous booster pour ce qu'on essaie de faire nous-mêmes avec notre nouveau personnage. Donc on l'utilise une fois puis après on le remet dans la case des légendes, dans le monde des légendes et on va pouvoir à chaque fois avoir peut-être l'opportunité d'aller en chercher un autre pour pouvoir nous booster et le garder de côté pour ça. Donc ça c'est très intéressant. Au lieu d'avoir tous ces personnages là qui meurent et on recommence et on prend un nouveau personnage, on relance des dés, on remet des nouvelles capacités, des nouveaux chiffres, tout ça. Ce qui fait que ça change la donne aussi. Hein. Les nouveaux personnages ne pourraient pas être les mêmes que ceux qu'on avait juste avant, donc ils pourraient être plus forts dans quelque chose qui l'était moins fort avant, donc ça peut être bon et pas bon, mais en gros, c'est une nouvelle façon d'aborder la continuité du jeu, parce qu'on continue le jeu avec ce nouveau personnage-là, mais au moins on a ce pool de légendes disponibles pour pouvoir nous aider dans certaines situations. Et c'est très intéressant. Au moins, ils ne sont pas morts pour rien, on va dire. Ensuite, on a les activités, vous savez, les activités, la dual d'activité et de Unrest aussi, qui sont très intéressantes. Parce qu'en fait, plus on passe de temps, plus on fait des activités, plus on passe de temps, plus ça va changer la dynamique de notre aventure. Et donc, rendre ça plus crucial, on va dire. Donc j'aime ça aussi, c'est intéressant, ça rend le jeu plus piquant, pétillant, plus dynamique, on va dire, et moins monotone. Donc très intéressant comme concept aussi. Les Behemoths sont aussi très très bons. Je trouve ça très intéressant de voir le concept des Behemoths qui arrivent à un moment donné dans l'aventure et qui ont une connexion avec votre aventure et l'histoire que vous êtes en train de créer ou de découvrir. Donc c'est très intéressant par rapport à ça aussi. Leur concept est aussi très unique en soi et j'aime beaucoup ça. Ils sont beaux aussi, donc j'espère qu'il y en aura plusieurs dans la campagne. Mais le fait qu'il y ait ça en plus rajoute encore une fois de plus de la diversité dans votre aventure et c'est très cool. Voilà à peu près pour les points positifs. Les choses que... Le reste n'est pas négatif, c'est les choses que j'ai remarquées que je trouve intéressantes en soi. Les choses que je trouve un petit peu moins intéressantes, première chose c'est... faut toujours lancer des dés pour faire des tests. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut lancer un dé. Vous vous battez, vous lancez un dé. Vous faites de la chasse, vous lancez un dé. Vous battez contre le Behemoth, vous lancez un dé. Il se passe quelque chose dans le lit, vous demande de lancer un dé. Vous avez un événement avec une carte de nuit, ça faut lancer un dé. Donc c'est souvent, mais ça il y en a beaucoup des jeux comme ça où il faut lancer des dés pour faire des tests ou à piocher. Moi je me rappelle de jeux comme faut piocher des jetons dans un sac et voir le résultat qu'on a du jeton pour voir si le test a été un succès ou pas. Ce genre de choses. Donc ce concept de test avec lancer de dés basé sur des statistiques de notre personnage en plus. Donc, si notre personnage est pourri dans une catégorie de test, ben on n'aura jamais de chance par rapport à ça. Donc c'est un petit peu dommage. Mais donc le fait, ce genre de test-là, je trouve ça très aléatoire. Si vous n'êtes pas chanceux ou lancez de dés, vous n'êtes pas chanceux. Vous pourriez aimer ça, mais moi je trouve
moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très chanceux, généralement, on lance 7 dés. Donc, ça peut nuire, en fait, au plaisir que je pourrais avoir à faire beaucoup de tests avec des dés où les résultats sont pas bons à chaque fois. Voilà. Le fait aussi de crafting. Alors, le crafting de matériaux pour se créer des armes, des outils, n'importe quoi. Ils ont peut-être voulu faire un concept intéressant d'essayer de combiner des choses, un peu comme dans un jeu vidéo. Comme, tu sais, je pourrais faire référence à Minecraft, ou je pourrais faire référence à des jeux de survie aussi, d'autres jeux de survie, parce que Minecraft c'est un jeu de survie aussi, mais plein de jeux de survie qu'on trouve sur console et puis sur PC, où on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, comment il faut assembler les choses. Une fois qu'on aura essayé quelque chose, à ce moment-là, on l'aura appris, et puis là, on s'en souviendra, et puis on pourra le refaire sans se tromper. Mais je trouve ça spécial que les personnages sont quand même pas des arriérés à la base. C'est pas l'impression que ça donne. Ils ont pas un quotient de 0. Donc ils donnent l'impression qu'ils savent faire certaines choses, mais là on part de 0 et ils ne savent rien faire. Donc il faut essayer plein de choses et des combinaisons pour essayer de faire des choses simples comme une hache ou une pioche ou un marteau. Et donc le fait déjà d'aller récolter et d'essayer d'aller récolter ces minéraux pour pouvoir les construire, je trouve que c'est pas facile. Parce que comme vous l'avez vu, d'aller chercher les minéraux dans le sac, ça va. C'est du hasard quand même si on peut avoir des malus dépendamment de ce qu'il y a à l'arrière du token. Mais je trouve ça pas si pire. Le fait d'aller chercher par exemple d'autres matériaux au niveau de la chasse, je vais en parler justement juste après. C'est un petit peu plus compliqué. C'est aussi une question de chance. Donc c'est beaucoup d'efforts pour aller chercher des matériaux. Et en plus ça demande du temps pour apprendre comment les combiner ensemble pour avoir un succès de construire quelque chose. Donc je trouve ça un petit peu bof de devoir faire ces combinaisons et d'essayer jusqu'à réussir, plutôt que je sais déjà comment ça fonctionne. Je vais aller me concentrer pour essayer d'aller chercher les matériaux qu'il me faut parce que je sais que je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça. Et donc, à ce moment-là, je sais comment les construire et je ne m'embête pas à essayer d'apprendre à comment les construire. Donc, ça m'intéresse moins, ok? Je perds du temps à essayer jusqu'à l'avoir. Je trouve que c'est une perte de temps. Bref. Pareil, donc je parlais de la chasse. Le côté qui je trouve moins attirant aussi, c'est la chasse, qui peut être... Je le trouve un peu compliqué en soi. C'est... prendre 2 cartes, choisir, regarder le niveau de distance. Il y a 3 niveaux de distance. Vous avez un prédateur qui est là. Si le prédateur est là, il faut qu'on le garde. Là, vous pouvez pousser votre chance et tirer une autre carte en espérant que le prédateur ne se soit pas rapproché. S'il est encore à distance, vous pouvez continuer, pousser votre chance. Et vous devez pousser votre chance, même si le prédateur est là, parce que sinon vous ne récoltez pas grand-chose. Je n'ai pas récolté grand-chose dans la démo, dans mon essai à moi. Excuse, j'ai pas vraiment récolté grand-chose. Alors que, normalement, un exemple, si j'ai un arbre en avant avec un arbre au milieu et un arbre à la fin sur la même carte, je pourrais récupérer 3 morceaux d'arbre. Et les bonus qui seraient collés dessus, comme des champignons ou des lianes ou ce genre de choses. Mais là, comme j'ai pas été chanceux, j'ai eu un prédateur, je me suis dit, j'ai pas envie de tirer encore une autre carte en prenant la chance que le prédateur, cette fois-ci, il soit carrément en face de moi et de me battre contre lui. Peut-être, et en sachant que peut-être le personnage que j'ai n'est pas bon pour se battre contre un prédateur, ce qui fait que je pourrais échouer à la bataille et donc me blesser. Ça me donnerait l'impression qu'il faudrait que je prenne toujours le même type de personnage qui soit bon pour aller à la chasse, pour être capable de faire face à un prédateur si ça pourrait arriver, et ça va forcément arriver parce qu'il y a des prédateurs partout. Ok? Donc, je trouve le concept intéressant, mais un petit peu compliqué, et que les icônes aussi, ou les images, sont pas très claires, et qu'on pourrait, si on regarde pas dans le livre des règles, oublier que, oh, mais là, j'avais un bonus, et là aussi, j'avais un bonus, et malheureusement, comme c'est pas si évident, il faut les connaître par cœur ou les faire plusieurs fois, et les lire plusieurs fois dans les livres, pour essayer de ne pas les manquer. Je trouve ce concept pas si facile. Mais on est obligé de passer par là, parce qu'il faut des matériaux, pour manger et pour crafter. Voilà.
Donc en gros, je pense, de manière générale, je trouve le jeu très cool. Comme je l'ai dit, tout le côté progression de personnage, aventure, exploration, le fait de pouvoir modifier que ce que vous faites a un impact sur l'aventure en soi. Très très cool. Le Bahamut, c'est très cool. Tout ça, c'est très cool. Maintenant, la rejouabilité. Ça reste un concept de aventure, exploration avec un côté legacy. Parce que vous prenez en note ce que vous faites. Vous prenez en note les choix que vous faites. Donc, est-ce que si je reviens et que je refais le jeu avec d'autres personnages, par exemple, tout en sachant que les autres, ben oui, les autres personnages, ils ont chacun des pouvoirs aussi spécifiques. Il ne faut pas oublier que ce sont ils appellent ça des mentals, donc des spirits de machin, puis tout ça. Chacun a ses propres pouvoirs. Ok, donc ça pourrait rajouter la diversité si vous rejouez avec d'autres personnages différents. Mais au bout d'un moment, vous allez peut-être vous souvenir déjà comment se construisent les outils, donc vous n'échouerez plus ou pratiquement pas. Cool. Mais vous allez aussi vous souvenir des histoires et savoir ce qui va se passer et ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Parce qu'en fait, vous l'aurez déjà fait et vous aurez déjà lu les passages et vous les aurez retenus. Donc vous allez savoir que là, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc voilà. Donc on pourrait y jouer peut-être 1, 2, 3 fois, avoir bien fait le tour après, connaître l'histoire pas mal par cœur, s'il n'y a pas assez de campagnes différentes et d'histoires différentes pour se dire ok, j'en fais une autre, c'est une autre de plus, parce qu'elles sont toutes différentes. S'il n'y en a pas assez, ben vous allez les refaire et les connaître par cœur. Donc le jeu, vous le donnerez à quelqu'un d'autre, parce que ça vaudra plus la peine d'y jouer. Voilà. Donc ce serait à ça aussi à retenir, selon moi. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça, mais c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été fair. Je sais même plus dire mes choses en français. Donc, comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire. Si vous avez aimé ça, vous faites abonnez-vous. Faites un pouce. Abonnez-vous. Faites la cloche. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent à l'écran, qui proviennent de ma chaîne. Regardez si ça vous tente. Ça m'aide énormément à me positionner et ça me fera plaisir à vous et à moi, surtout à moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez pas trop. Faites attention et prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.